Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant géopolitique. Nous sommes le 10 mars 2023. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la Chine, Trudeau à genoux. Voilà, il va s'agir de démontrer l'influence économique majeure de la Chine au cours des 2 dernières décennies. D'abord, faisons un peu d'histoire. Le président actuel et secrétaire général du Parti communiste, Xi Jinping, est au pouvoir depuis 2012, en fait 2013, jusqu'à aujourd'hui. Auparavant, il a été précédé par Hu Jintao, qui a été au pouvoir de 2002-2003 comme président et secrétaire général jusqu'à 2013, qui a été précédé par Jiang Zemin, qui a été au pouvoir de 89 à 2002. Donc, on va se concentrer sur la transition entre Hu Jintao, qui a été au pouvoir, je le répète, de 2002, 2003, 2012, 2013, et Xi Jinping. Pourquoi cette transition? Eh bien, Hu Jintao, qui a été chassé du 20e congrès du Parti communiste en 2022, on l'a vu devant les caméras, il a été escorté manu militare en dehors de la salle de la réunion du congrès de l'Assemblée générale du Parti communiste. Il faut se demander pourquoi ce geste aussi radical du président Xi contre son prédécesseur. Eh bien, c'est simple. En 2004, à l'époque de Hu Jintao, la Constitution de la République populaire de Chine a subi des modifications importantes. On y a introduit 3 modifications majeures qui ont eu pour effet, en quelque sorte, de changer le portrait de la Chine d'aujourd'hui, qui est dominée par, entre autres, des oligarques, mais de moins en moins, à cause de l'influence de l'armée populaire de Chine et des services de renseignement chinois, la sécurité de l'État. Quelles sont ces 3 modifications introduites par Hu Jintao? Il s'agit d'abord de ces amendements constitutionnels. Le premier amendement consiste à reconnaître la propriété privée des moyens de production. C'est quoi les moyens de production? Eh bien, ce sont les entreprises. Maintenant, avec l'introduction de cet amendement, depuis 2004, il peut y avoir des entreprises privées on allait dire aux États-Unis, mais en Chine. Il peut y avoir des entreprises privées en Chine, ce qui est contraire à la doctrine marxiste où les moyens de production appartiennent à l'État et sont la propriété du peuple. Donc, il a introduit cette première modification. La deuxième modification consiste à souhaiter encourager des investissements étrangers dans l'industrie, dans les moyens de production privés en Chine. Donc, à inviter des investisseurs canadiens, québécois, américains à mettre leur argent en Chine. Troisième modification importante, troisième amendement constitutionnel, parce que ce sont des amendements à la Constitution de la République populaire de Chine. Le troisième amendement consiste à reconnaître le rendement des travailleurs comme une norme constitutionnelle. Autrement dit, en Chine, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de code du travail, il n'y a pas de négociation avec des travailleurs. Il n'y a pas d'organisation du travail à proprement parler. C'est l'État et chaque travailleur est soumis à une norme constitutionnelle de rendement. Donc, à partir de ces 3 amendements, il s'est créé en Chine une économie d'oligarques, une économie de personnes qui sont devenues très riches et très influentes et qui ont créé une multitude de sociétés.
Ces sociétés chinoises, un bel exemple, Alibaba, avec Jack Ma, l'oligarque Jack Ma, qui s'est réfugié aux États-Unis notamment, eh bien, on se retrouve avec une économie vraiment de secteur privé qui est en compétition avec l'État, ce que l'État, évidemment, n'a pas accepté et ce qui a amené le remplacement de Hu Jintao en 2012-2013, ça s'est fait une période de transition, par Xi Jinping. Donc, qui lui est un tenant de la doctrine plus conservatrice associée au maoïsme et donc au marxisme-léninisme intégral, donc à la propriété publique et non pas à la propriété privée des moyens de production. Donc, on se retrouve donc avec des sociétés, de multitudes de sociétés chinoises inscrites à la bourse de Shanghai et qui n'ont pas vraiment de capital action. En fait, elles sont plus ou moins directement la propriété de l'État. Elles n'ont pas une structure de capital action comme nous, ce que nous connaissons en Occident. Donc, un étranger ne peut pas devenir actionnaire majoritaire d'une société chinoise, ce qui est contraire à la doctrine de l'État, mais qui est conforme à nous, à notre perception d'une société de marché où on peut acquérir des actions d'une société. Or, ces sociétés chinoises appartiennent de fait à l'État et les membres du conseil d'administration de ces sociétés d'État, eh bien, sont membres du Parti communiste. Même si, en principe, ce sont des entreprises privées et qu'elles ont l'obligation de faire des profits. Les profits sont dirigés vers l'État chinois par des administrateurs qui sont des membres du Parti communiste. Qu'est-ce que tout ça, évidemment, a pour conséquence de créer une immense ambiguïté économique. C'est que vous avez l'apparence d'une société capitaliste, mais en réalité, le Parti communiste contrôle tout. La nomination des membres du conseil d'administration, de même que le financement des entreprises, parce qu'il n'y a pas de capital action indépendant. Et toutes ces sociétés apparaissent à la bourse de Shanghai où on a l'impression que finalement, on peut acquérir des actions, mais cette bourse de Shanghai est en fait un immense, comment est-ce que je pourrais dire, un immense sham, une immense fraude où finalement tout ce qu'on fait, c'est d'afficher des rendements et la possibilité d'obtenir une forme de participation limitée dans ce genre de société, mais où finalement ce qu'on va appeler en guillemets le capital action, mais qui n'en est pas vraiment un, est contrôlé par l'État chinois. Donc, on se retrouve dans une situation d'ambiguïté économique. Maintenant, avec ce qui se passe au cours des derniers jours sur la question de l'ingérence politique, voici. Au cours des 2 dernières décennies, des partenariats se sont développés entre des entreprises québécoises, canadiennes et des entreprises chinoises qui sont en fait des prêts-dons pour l'État chinois. Et ces partenariats ont permis à nos entrepreneurs, passez-moi l'expression, de faire beaucoup d'argent, de bénéficier d'un financement et d'un support économique important. Et on le voit d'ailleurs, ça s'est manifesté par la création de la Chambre de commerce canadienne de Hong Kong, qui était présidée jusqu'à tout récemment par la fille de l'ancien premier ministre Jean Charest, à savoir Amélie Charest. Il faut comprendre qu'en matière économique, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en matière politique. En matière économique, l'entreprise, son objectif, bien entendu, c'est d'offrir des produits de qualité, mais aussi d'obtenir un rendement dont les actionnaires vont bénéficier et en quelque sorte de prendre des parts de marché, de prendre de l'expansion nationale, internationale, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec un premier ministre Trudeau qui doit répondre à des accusations d'ingérence étrangère, d'ingérence chinoise dans la politique. Cette ingérence était finalement
prévisible. Il fallait s'y attendre. Parce qu'on a décidé de consacrer, parce que nos hommes d'affaires, notre classe d'affaires a développé un partenariat important avec des entreprises chinoises. Tout cela devait nécessairement avoir des conséquences à caractère politique, dans la mesure où les Chinois, le gouvernement chinois crée des emplois ici, dans la mesure où il y a un certain support financier qui est apporté de façon légale ou illégale, peu importe, tout cela, c'était prévisible. Les répercussions politiques de cette ingérence économique étaient prévisibles et attendues. Voilà. Le problème à l'heure actuelle, c'est que tout ça, ce possible financement secret, ce support économique, ce support comment dire, le fait que des citoyens d'origine chinoise participent ou supportent des candidats plutôt que d'autres, tout ça vient en quelque sorte bouleverser le portrait habituel de notre système électoral. Surtout en ce qui a trait à un possible, je dis bien possible, financement secret. C'est la raison pour laquelle les partis d'opposition, évidemment, réclament à grands cris une enquête publique. Qu'est-ce qu'une telle enquête va nous apprendre? On peut anticiper. Mais il faut toujours garder à l'esprit que cette ingérence politique a pour fondement, a pour base une influence économique majeure des entreprises chinoises en raison des partenariats qui se sont développés, en raison du fait que nos gens d'affaires ont probablement investi des sommes en Chine, que les Chinois ont investi ici, et que tout ça, en matière économique, ça s'est fait dans le domaine privé, c'est-à-dire contractuel, privé, et ça fait en sorte que le double jeu, qu'il existe en quelque sorte un double jeu, pour nous ici au Canada, au Québec, ces relations économiques qui ont un caractère contractuel sont de nature privée, alors qu'en Chine, l'État fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de transactions à caractère privé. Donc, puisque tout relève de l'État, puisque finalement, Xi Jinping est revenu avec des politiques davantage orientées vers le marxisme intégral, un conservatisme marxiste d'inspiration maoïste qu'il essaie de faire renaître, qui est totalement incompatible avec les réformes libérales introduites par Hu Jintao. Et le fait que les membres du conseil d'administration soient des membres en règle du Parti communiste fait en sorte que l'État exerce un contrôle réel sur toutes les sociétés chinoises, sociétés dites, entre guillemets, indépendantes, mais qui, dans les faits, sont contrôlées par l'État, donc possiblement par l'armée populaire de Chine, par les services de renseignement, donc possibilité d'espionnage et de surveillance à haut niveau. Là-dessus, j'ai fait plusieurs vidéos que je vous invite à regarder. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Je vous invite à commenter, à aimer, à ne pas aimer et à distribuer, à partager. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine.